Un berger allemand au visage balafré et à l'oreille manquante avançait en boitant à travers le parc Evergreen aux premières lueurs du jour, ses souffles formant de petites volutes dans le froid mordant de l'automne. 3 jours plus tôt, la petite Ava Campbell, 8 ans, jouait encore avec ses camarades dans ce même parc situé à Northbridge, une petite ville du Vermont à l'apparence paisible. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, la fillette s'était volatilisée, sans bruit, sans trace, et surtout sans témoin. Les recherches avaient d'abord mobilisé toute la ville. Mais la veille encore, les autorités annonçaient une réduction progressive des opérations, faute d'éléments nouveaux. La photo d'Ava, sourire éclatant et robe à carreaux, rejoignait lentement la pile des dossiers classés, non résolus. Mais ce matin-là, le chien balafré s'était arrêté sous un vieux chêne dans une zone reculée du parc, là où les sentiers se perdent et où les lampadaires ne vont jamais. Il se mit à aboyer avec insistance, fixant une joggeuse qui passait. C'est ainsi que Rachel Morgan, 34 ans, assistante sociale nouvellement installée à Northbridge, fut menée jusqu'à l'énorme tronc. Et ce qu'elle découvrit là allait à jamais briser l'image de perfection que la ville s'était efforcée de cultiver. Eva gisait au pied de l'arbre, enchaînée à son tronc massif. Elle respirait à peine, ses cheveux blonds emmêlés de sang séché, son petit corps recroquevillé contre le givre du matin. Ce qui allait suivre allait faire exploser la façade de tranquillité que Northbridge brandissait fièrement comme un bouclier. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez vos impressions en commentaire en nous disant de quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons le fil de l'histoire. Northbridge s'était toujours vanté de son charme carte postale. Les feuilles écarlates des érables bordant Main Street, les vitrines des boutiques artisanales, les maisons victoriennes impeccablement entretenues. L'automne y était roi et les touristes ne cessaient d'affluer pour capturer la magie saisonnière de cette bourgade du Nord. Mais comme toutes les cartes postales, celle-ci dissimulait ce que l'on ne veut pas voir, ce que l'on préfère ignorer. Le parc Evergreen, en bordure du quartier résidentiel d'Hollow Creek, s'étendait sur 20 hectares, pelouse vallonnée, balançoire grinçante, chemin de jogging, et une forêt dense qui plongeait vers un ravin escarpé. En plein jour, l'endroit regorgeait de promeneurs, d'enfants, de cyclistes. Mais dès que le soleil déclinait, la pénombre envahissait les recoins mal éclairés et le parc devenait un autre lieu. Un lieu où le danger se faufile entre les arbres, ignoré par un conseil municipal trop souvent occupé par des priorités budgétaires. Rachel Morgan n'était à Northbridge que depuis 3 mois. Elle avait quitté Boston après 7 longues années passées dans les urgences d'un grand hôpital. Ce qu'elle avait vu là-bas, elle ne pouvait plus le supporter. Les cris, le sang, les enfants abîmés. Elle pensait qu'une transition vers les services de protection de l'enfance l'éloignerait du chaos. Elle s'était trompée. Mais ses joggings matinaux dans Evergreen, eux, étaient devenus son seul moment de paix. 1 heure par jour pour respirer, pour mettre de l'ordre dans ses pensées. C'est là qu'elle avait repéré le chien. Un berger allemand qui ne ressemblait à aucun autre. Pas de collier, une démarche assurée malgré la douleur visible. Il avait des yeux ambre intelligents, presque humains, et un regard de vétéran revenu de l'enfer. Une cicatrice profonde lui barrait le visage et son oreille droite n'était plus qu'un lambeau. Pourtant, il n'avait jamais tenté de s'approcher. Il observait toujours à distance, jusqu'à ce matin. Les Campbell vivaient dans une grande maison de style Queen Anne sur Lancaster Avenue, à quelques rues du parc. Owen Campbell, le beau-père d'Eva, était un promoteur immobilier très en vue dans la région. Sa femme Lorraine organisait les galas de charité et les événements communautaires avec une précision presque militaire. À première vue, ils formaient la famille idéale, une image qu'ils entretenaient méticuleusement. Mais derrière les rideaux tirés, tout n'était pas aussi parfait. Le jour de la disparition d'Eva, tout avait pourtant commencé comme un mardi ordinaire d'octobre. L'odeur des feuilles humides, le craquement sous les chaussures, les enfants rassemblés aux arrêts de bus dans la lumière pâle du matin. Madame Albrook, son enseignante en classe de CE2, avait remarqué que la fillette n'était pas tout à fait elle-même ce jour-là. Moins bavarde, le regard fuyant, le dos voûté sur sa feuille pendant l'atelier de dessin. « Tu veux nous montrer ce que tu dessines, Ava ?» avait demandé l'enseignante. La petite avait replié la feuille à la hâte, la glissant dans son pupitre. « C'est pas fini », avait-elle murmuré. Ce n'est que plus tard, pendant le cours de musique, que Madame Albrook, poussée par une inquiétude sourde, avait ouvert discrètement le pupitre. Elle n'y trouva pas un dessin, mais des dizaines.
Toujours le même motif, une silhouette minuscule, entourée d'ombres menaçantes, de chaînes, de figures adultes, sans visage ou à la bouche rouge et hurlante. Paniquée, elle avait immédiatement tenté de joindre Lauren Campbell. « Eva a beaucoup d'imagination », avait-elle répondu avec un rire fin. « On a regardé un film d'Halloween dimanche, c'est sûrement ça. » Et malgré l'insistance de l'enseignante, elle avait refusé de venir en rendez-vous, évoquant une réunion d'organisation impossible à décaler. Plus tard, après l'école, Eva était descendue du bus comme à son habitude. Elle s'était dirigée vers le parc Evergreen, où plusieurs enfants du quartier jouaient sous la surveillance de mères de famille, se relayant chaque jour. Madison Reeve, dont le fils jouait souvent avec Eva, se souvenait l'avoir vue sur une balançoire vers 16 heures. Elle semblait un peu dans la lune, mais pas plus que d'habitude. Peu après, Owen Campbell avait appelé Madison, lui demandant si elle pouvait garder un œil sur Eva jusqu'à 18 heures. Lauren avait un contretemps au spa. Madison avait accepté sans hésiter. Mais à 17h30, au moment du comptage habituel, Eva avait disparu. Les premières recherches furent légères. On vérifia les toilettes, le stand de glace, les buissons autour des jeux. Mais très vite, le crépuscule transforma l'inquiétude en panique. À 19h, des gardes forestiers arrivaient avec des lampes. À 21h, la police prenait les premières dépositions. À minuit, des chiens pisteurs perdaient la trace d'Ava à la sortie nord du parc, comme si elle avait été emportée ou forcée à monter dans une voiture. La mobilisation fut immédiate. Dès l'aube, les affiches « Ava disparue » tapissaient les vitrines, les lampadaires, les pare-brises. Sa photo, tirée de la photo scolaire récente, souriait aux passants avec une innocence déchirante. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Une page « Retrouvons Eva Campbell » fut créée. Des groupes de bénévoles se formèrent, cartographiant les zones boisées, quadrillant la ville, interrogeant les commerçants. La police locale étendit ses investigations jusqu'aux comtés voisins. Les agents fédéraux furent brièvement sollicités. Une liste de délinquants sexuels fut passée au peigne fin. Mais au fil des heures, puis des jours, la mobilisation s'essouffla. Les visages inquiets des voisins se firent plus rares. Les caméras de télévision quittèrent les lieux. Et l'angoisse collective fit place à ce silence pesant des affaires sans issue. Rachel Morgan, elle, n'arrivait pas à tourner la page. Elle avait vu l'alerte sur son téléphone en terminant un rapport tard dans son petit appartement à quelques pâtés de maison du parc. Officiellement, elle n'était pas affectée à l'affaire. Mais le regard d'Ava sur cette photo l'avait marquée. Il y avait quelque chose, une fragilité mêlée d'un appel à l'aide silencieux. Le lendemain matin, elle s'était jointe aux bénévoles avant d'aller au bureau, marchant parmi les aires de jeu, scrutant les fourrés, appelant doucement le prénom d'une enfant qu'elle n'avait jamais rencontrée. C'est ce jour-là qu'elle revit le chien. Le berger allemand balafré se tenait sur une petite colline, surplombant l'aire de jeu. Il ne participait pas, n'aboyait pas, ne s'approchait pas. Il observait, d'un regard fixe, presque pénétrant. Les chiens de la police reniflaient les vêtements d'Ava, leur maître suivant des pistes méthodiques. Mais ce chien-là, il ne cherchait pas. Il savait déjà. Rachel s'était tournée vers un agent. « Ce chien sait quelque chose. Regardez-le. » Le policier, épuisé, avait haussé les épaules. « On a des unités canines certifiées. Un chien errant ne va pas résoudre une enquête. » Et l'homme était parti, laissant Rachel avec son intuition. Au 3e jour, les caméras de télévision s'étaient éclipsées. Les bénévoles n'étaient plus qu'une poignée. L'espoir s'amenuisait. Rachel avait passé la soirée devant son poste, observant le couple Campbell donner une déclaration devant leur maison. Lauren, visage figé, reniflait dans un mouchoir. Owen, costard impeccable, parlait d'un ton grave et posé. « Nous ne perdrons pas espoir. Ava est forte, elle reviendra. » Mais ce que Rachel vit, elle, ce fut autre chose. Le regard d'Owen, froid, la manière dont il pressait l'épaule de sa femme à certains moments. Pas pour la soutenir, pour la contrôler. Elle reconnut ce geste. Elle l'avait vu trop de fois dans les hôpitaux, dans les foyers. C'était un avertissement silencieux, un rappel à l'ordre. Le 4e matin se leva sur une couche de givre craquant sous les baskets de Rachel pendant son jogging. Les arbres nus grimaçaient dans le vent. Elle avait failli ne pas venir. L'affaire était pratiquement classée. Et pourtant, un aboiement la fit sursauter. Le même, aigu, précis, insistant. Le chien se tenait à une vingtaine de mètres, fixant Rachel avec intensité. Il aboya encore, fit quelques pas, puis se retourna vers la forêt. Et là, Rachel comprit. Ce n'était pas un hasard, pas une coïncidence.
Elle sortit son téléphone, activa la localisation et envoya un SMS rapide à sa supérieure, piste possible sur la fillette Campbell. Si je ne reviens pas dans 25 minutes, suivez ma position. Le berger allemand avançait lentement, boitant légèrement. Il vérifiait constamment que Rachel le suivait. Ils quittèrent les sentiers balisés pour s'enfoncer dans la zone la plus dense du parc. Là où la végétation était encore sauvage, là où personne ne promenait son chien, là où les lampadaires ne projetaient plus aucune lumière. Au moment même où Rachel commençait à douter, le chien s'arrêta dans une clairière. Le soleil perçait à peine à travers les branches, et là, au pied d'un chêne énorme, elle la vit. Avenue inerte, enchaînée à l'arbre par une chaîne de fer, un cadenas à la cheville, ses vêtements d'école en lambeaux, ses lèvres bleuies, son visage presque translucide. Pendant un instant, Rachel crut qu'elle était morte. Puis, un souffle, léger, infime, mais réel. Son instinct reprit le dessus. Elle se jeta à genoux, dégagea son téléphone, appela le 911. Sa main libre vérifia le pouls, faible mais présent. D'un geste, elle enleva sa veste et l'enroula autour du corps glacé de l'enfant. « Eva, tu m'entends ? Je suis Rachel. Tu es en sécurité maintenant. » Le chien s'approcha doucement, reniflant la main d'Ava avant de s'allonger contre elle, lui apportant sa chaleur. Rachel eut un moment de sidération. Ce geste n'était pas un hasard, ce chien savait. Tu savais qu'elle était là. Tu as veillé sur elle ? Murmura-t-elle. En quelques minutes, la clairière se remplit de sirènes. Les ambulanciers stabilisèrent Eva. Des policiers photographièrent la scène. Un détective écouta Rachel avec scepticisme. « Un chien errant vous a conduite jusqu'ici ?» Elle hocha la tête. « C'est exactement ce qui s'est passé. Il est là depuis des semaines. Il a une cicatrice à l'œil et une oreille mutilée. Il n'est pas ordinaire. » Mais quand elle se retourna pour le désigner, le chien avait disparu. « Convenable », grogna le détective. Il s'appelait Marcus Doyle, cinquantaine fatiguée, les yeux marqués par des années de désillusion. « Donc, un chien fantôme vous a mené à une enfant qu'on cherchait depuis 3 jours ?» Rachel sentit la suspicion sous la politesse. « Je n'ai jamais rencontré Eva ni sa famille. Je travaille pour les services de l'enfance. Vérifiez mes antécédents. Mais ce chien, il m'a conduite jusqu'à elle. » Doyle fit une note dans son carnet. « On va devoir prendre votre déclaration complète au poste. Ce n'est pas un enlèvement opportuniste. Quelqu'un l'a placée ici. Et il comptait qu'on ne la retrouve jamais. » L'hôpital régional de Northbridge, un bâtiment sobre en briques rouges, bourdonnait d'activité à l'arrivée d'Ava. Les urgences pédiatriques s'étaient préparées en quelques minutes, accueillant la fillette comme une survivante de guerre. Rachel, elle, attendait dans le couloir, encore secouée par ce qu'elle avait vu, les vêtements trempés de sueur et de givre, les mains tremblantes. Elle avait donné sa déposition, prévenu sa responsable et refusé de rentrer chez elle tant que l'état d'Eva ne serait pas stabilisé. Ses anciennes habitudes d'infirmière prenaient le dessus. Elle observait, écoutait, analysait. Le premier rapport médical n'était guère rassurant. Déshydratation sévère, hypothermie modérée, contusion sur les bras, plaies ouvertes et aux chevilles et d'anciennes fractures visibles au rayon X. Des fractures qui avaient déjà cicatrisé. Trop bien, trop discrètement. Rachel connaissait ce tableau. Elle l'avait vu trop de fois, trop d'enfants amenés aux urgences, avec des histoires bancales et des explications trop bien rodées. Mais ce fut l'arrivée d'Owen et Lauren Campbell qui fit changer l'atmosphère du service. Owen arrive le premier, vociférant à l'accueil, exigeant qu'on lui donne des réponses, bousculant presque une infirmière qui ne répondait pas assez vite à son goût. Lauren suivait la démarche raide, serrant son sac à main comme une arme, le visage maquillé de larmes. Rachel, assise dans un coin, observa la scène avec attention. Elle nota les regards échangés entre les soignants. Cette crispation professionnelle, ce recul subtil. Elle avait appris à la repérer. Quelque chose clochait. Elle se leva discrètement, s'approcha d'une infirmière avec qui elle avait sympathisé pendant son orientation. « Il se passe quoi ?» demanda-t-elle à voix basse. Le docteur Harding, il semblait contrarié pendant la consultation. L'infirmière haussa les épaules, hésita, puis murmura « Il a demandé un protocole complet d'abus infantiles. La petite a des marques anciennes. Et les parents, enfin c'est délicat. Disons qu'ils ne posent pas les bonnes questions. » Rachel serra les dents. Elle le savait, instinctivement, comme si chaque pièce du puzzle tombait en place. La journée s'écoula lentement. Rachel resta dans la cafétéria de l'hôpital, alternant café fade et mise à jour discrète des collègues. Son téléphone vibra. Un SMS de sa responsable. « L'affaire Ava Campbell est désormais confiée à Grayson, ne t'en mêle plus. » Elle soupira. Thomas Grayson, l'un des plus anciens du département, compétent mais diplomate, trop diplomate. Il avait cette fâcheuse habitude de ménager les familles influentes.
Rachel répondit par un sobre « compris », tout en sachant qu'elle n'allait pas lâcher l'affaire. Ce soir-là, alors qu'elle quittait enfin l'hôpital, les rues étaient à plonger dans un silence inquiétant. Une silhouette surgit près de son véhicule. C'était lui, le chien, le berger allemand mutilé. Il se tenait entre deux voitures, droit, immobile, les yeux rivés sur les portes d'entrée de l'hôpital. Rachel s'approche, prudente. Il ne fuyait pas. Il attendait. « Tu veilles encore, hein » murmura-t-elle. « Tu veux t'assurer qu'elle est en sécurité ?» Le chien s'avança, lentement, puis fit demi-tour en direction de l'entrée principale. Il s'arrêta, la regarda. Le message était clair. La fillette n'était pas encore tirée d'affaire. 3 jours plus tard, Rachel s'engagea plus avant. Officiellement, elle avait demandé à devenir l'intervenante attitrée d'Ava dans le cadre de sa convalescence. Elle avait évoqué son passé d'infirmière, son expérience en soins post-traumatiques. Son supérieur avait cédé à contre-cœur à cause de la complexité du dossier. Et surtout, parce que le médecin principal, le docteur Harding, avait émis des réserves sur le comportement des parents lors des visites. La mère évite de regarder l'enfant. Le père semble plus inquiet pour la sécurité du service que pour l'état de sa fille, avait-il écrit dans son rapport. Rachel pénétra pour la première fois dans la chambre d'Ava avec une boule au ventre. La fillette était éveillée, silencieuse. Ses grands yeux bleus suivaient chaque mouvement, comme si elle attendait une menace. Elle s'était rétrécie dans son lit d'hôpital, disparaissant presque sous les draps. À ses côtés, une psychologue, le docteur Andrea Hayes, lui tendait des crayons et un cahier à dessin. « Elle ne parle pas encore » expliqua la psy à Rachel en chuchotant. « Mais elle dessine. Et ce qu'elle exprime est glaçant. » Elle montra quelques feuilles. Des silhouettes menaçantes, une maison avec une pièce sombre en sous-sol, des chaînes, des visages sans traits. « Elle dessine la vérité » murmura Rachel. « Elle raconte ce que personne n'a voulu voir. » Elle s'approcha doucement du lit. « Salut Ava, je suis Rachel. Tu peux m'appeler comme tu veux. Tu sais, c'est moi qui t'ai trouvé dans le parc. Enfin non, c'est lui qui m'a aidé. » Elle sortit une photo de son téléphone, celle du chien. Eva se redressa légèrement, ses doigts tremblants pointèrent l'écran, puis elle prit son cahier et écrivit lentement. « Il m'a protégé, il est resté. » Rachel sentit sa gorge se serrer. « Oui, il t'a gardé en vie. » Mais ce moment de calme fut brutalement interrompu. Owen Campbell entre dans la chambre. Costume repassé, sourire fin, assurance arrogante, il balaya la pièce du regard et s'arrêta sur Rachel. « Vous êtes la fameuse travailleuse sociale qui a miraculeusement retrouvé ma fille ?» Son ton était mielleux, mais Rachel y décelait une pointe d'accusation à peine voilée. « Je suis son intervenante désignée », répondit-elle avec calme. « J'accompagne Eva pendant son séjour ici. » Owen s'approcha d'Ava. Un frisson parcourut la fillette, imperceptible, mais réel. Elle baissa les yeux, reposa le crayon. Le silence se fit pesant. « Notre famille a déjà engagé un thérapeute privé. Nous prendrons le relais dès qu'elle sera transférée. » Il tourna son regard vers le docteur Hayes. « Merci pour vos services. » Rachel se redressa. « Je crois qu'il est encore un peu tôt pour interrompre le protocole actuel. » Elle commence à s'ouvrir. Toute rupture serait contre-indiquée. Owen la fixa, longuement. « Vous vous occupez d'elle ? Ou vous cherchez quelque chose ?» Rachel soutint son regard. « Je m'assure qu'elle soit enfin en sécurité. » Et pour la première fois, Eva écrivit un mot sans qu'on le lui demande. « Je veux rester avec Rachel. » Un message simple, griffonné, fragile, mais suffisant pour changer la donne. Après cet échange tendu dans la chambre d'hôpital, Rachel avait compris une chose essentielle. Owen Campbell n'était pas seulement un beau-père autoritaire ou distant. Il était une menace, silencieuse, habile et bien plus dangereuse que ce que les apparences laissaient croire. Il n'avait pas hurlé, il n'avait pas levé la main, mais le silence qui s'était abattu sur Eva en sa présence parlait pour elle. La manière dont elle avait serré son cahier de dessin, le frisson dans ses doigts, c'était la peur brute, ancienne, ancrée. Rachel ne dormait plus. Elle passait ses nuits à relire des dossiers, à chercher dans les bases de données du département. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. Owen Campbell avait été marié une première fois, il y a 9 ans, à une certaine Karen Whitmore. Le divorce avait été prononcé rapidement, mais un dossier de tribunal familial, aujourd'hui scellé, mentionnait une plainte temporaire pour violence conjugale. L'accès aux documents était restreint, mais une annotation indiquait la mention du département de la protection de l'enfance. Et surtout, présence d'un enfant mineur, une fillette, issue du premier mariage de Karen. Ce même enfant visiblement retiré du foyer, aucun autre détail.
Pas de traces de la mère depuis, sinon un changement de nom et un déménagement vers l'Arizona. Rachel savait ce que cela signifiait. Karen avait fui, littéralement. Elle avait changé d'identité, de région, de vie, pour échapper à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, quand elle reçut un appel d'un numéro inconnu qui se présenta simplement comme un ancien flic de Northbridge, Rachel comprit qu'elle devait écouter. Elle le retrouva dans un café discret au bord du lac, un endroit fréquenté par les retraités du tribunal et les habitués du palais de justice. L'homme s'appelait Frank Delaney. 60 ans passés, visage buriné, ancien détective. Il ne s'embarrassa pas de détour. « J'ai vu ce que vous avez fait pour la gamine. Ce n'est pas la première fois que Campbell est au centre d'une affaire louche, mais personne n'a jamais pu le coincer. » Il lui raconta cette nuit d'hiver où il avait été appelé pour une dispute conjugale dans l'ancienne maison des Campbell. Karen avait des ecchymoses au visage. Elle disait être tombée, mais son regard hurlait autre chose. Owen, lui, était calme, trop calme. Il maîtrisait les codes, il connaissait ses droits, aucun objet renversé, aucune preuve tangible. Frank avait senti le malaise, et 3 mois plus tard, Karen disparaissait. Le dossier fut enterré. Et maintenant, cette petite, je sais que c'est lui, murmura l'ancien flic. Mais sans preuve, il s'en sortira encore. Rachel serra la mâchoire. Elle refusait que l'histoire se répète. Mais c'est à ce moment-là que Marcus Doyle, le détective en charge de l'enquête, refit surface. Il n'était plus simplement sceptique. Il était méfiant. Il avait appris que Rachel avait rencontré un ancien collègue sans en informer les autorités. Il se montra devant chez elle, dossier sous le bras. « Vous interférez dans une enquête active, ça peut vous coûter cher. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je fais mon travail. Je protège une enfant. Ce que vous semblez avoir du mal à faire. » Il la jaugea longuement, puis pointa du doigt le chien couché sur le tapis devant la porte. « C'est lui, le fameux berger allemand ?» Rachel hocha la tête. « Je l'ai appelé Ranger ?» Doyle s'accroupit, tendit la main. Ranger l'observa, méfiant, puis se laissa approcher. « Il porte un ancien insigne sous son collier », murmura Doyle. « On dirait une plaque de chien d'unité K9. » Il souleva le pelage, révélant un médaillon usé. « K9 TR, quelque chose. » Rachel fronça les sourcils. « C'est un ancien chien policier ? » « Peut-être, répondit Doyle, ou un chien qui n'a jamais terminé sa formation. Ce genre de bête ne finit pas à errer dans les bois sans raison. Il a été abîmé par quelqu'un. Le lendemain, la confirmation tomba. La vétérinaire identifia la puce électronique. Ranger s'appelait autrefois Max, un chien entraîné dans un centre K9 du New Hampshire. Il avait été retiré du programme pour raisons comportementales non spécifiées. Et son maître chien était introuvable. Mais c'est à l'hôpital que tout bascula. Eva, toujours silencieuse, dessina un nouveau croquis. Ranger, son museau collé contre elle, y figurait avec précision. Lorsqu'on lui demanda qui c'était, elle murmura un seul mot, le premier depuis qu'elle avait été retrouvée. Ranger. Rachel se sentit envahie par un soulagement mêlé de fierté. Elle demanda immédiatement à voir Eva. Lorsqu'elle entra dans la chambre, la petite la fixa avec plus d'intensité que jamais. Elle attrapa son cahier et écrivit « Où est Ranger ? Il est chez moi. Il est en sécurité, répondit Rachel. Tu veux qu'il vienne te voir ? Eva hocha la tête avec vigueur. Puis elle baissa les yeux, griffonna de nouveaux mots sur le papier. Il m'a gardé en vie. Quand il faisait nuit, quand j'avais peur, Rachel sentit son cœur se serrer. Tu es très courageuse, Eva. Tu sais que tu n'es plus seule maintenant ? Mais ce moment fragile fut brisé par une présence. Dans le couloir, Owen Campbell attendait. Il portait le même costume, le même sourire glacial. Et cette fois, il ne se contenta pas de paroles doucereuses. « Je sais qu'elle vous parle, dit-il d'un ton dur. C'est curieux, non ? Elle reste muette avec sa propre famille, mais confie tout à une parfaite étrangère. » Rachel ne répondit pas. Elle s'apprêtait à retourner dans sa voiture lorsqu'il la suivit. Et là, dans le parking désert, il la saisit brutalement par le bras. « Écoutez-moi bien, vous êtes en train de foutre votre carrière en l'air. Reculez, maintenant. » Mais Ranger, dans la voiture, aboya férocement, ses crocs dévoilés derrière la vitre. Owen relâcha sa prise. « Sacré clébard que vous avez là. Dommage qu'un accident soit si vite arrivé. Les voitures, les appâts empoisonnés, on ne sait jamais. » Puis il s'éloigna, son ombre se fondant dans la nuit. Ce soir-là, Rachel rentra chez elle et verrouilla chaque porte, chaque fenêtre. Elle s'assit dans l'obscurité tremblante, et Ranger, silencieux, vint poser sa tête sur ses genoux. « On doit faire vite », murmura-t-elle. Dès l'aube, Rachel passa à l'action. Elle savait que le temps jouait contre elle. Owen avait l'argent, les contacts, l'influence. Mais elle avait ce que lui n'avait pas, la vérité et une enfant qui commençait à parler.
Elle retourna au tribunal du comté avec un objectif clair, obtenir un accès temporaire au dossier familial des Campbell. Elle n'était pas certaine d'y parvenir, mais quelque chose dans l'urgence de la situation lui donnait l'aplomb nécessaire. Pendant que Ranger attendait dans sa voiture, Rachel passa plusieurs heures à éplucher les archives du tribunal. Le nom de Karen Whitmore réapparaissait cette fois dans un dossier plus ancien, mentionnant une audience d'urgence pour la protection d'un enfant. Le dossier était classé confidentiel, mais un détail attira son attention. Une annotation indiquant que le département avait recommandé que l'enfant ne soit plus placé sous la garde de Monsieur Campbell. Ce genre de recommandation n'était jamais faite à la légère. Et si les juges l'avaient suivi à l'époque, pourquoi Eva était-elle encore sous son toit aujourd'hui? Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle hésita, décrocha. « Vous posez des questions sur Owen Campbell ?» dit une voix grave. « Si vous voulez des réponses, rendez-vous au Wild River Café dans 30 minutes. » Et la ligne coupa. Elle hésita. Était-ce un piège? Ou une chance unique d'en apprendre plus? Elle retourna à sa voiture, caressa Ranger derrière l'oreille. « On fait un détour, l'ami. » Le Wild River Café était installé en bordure du fleuve, fréquenté surtout par des employés du tribunal et des policiers retraités. Rachel s'installa à une table près de la fenêtre face à la rue. Ranger se coucha à ses pieds, discret mais alerte. Un homme d'une 60aine d'années, moustache grisonnante, veste en cuir élimé, s'approcha. « Rachel Morgan, je suis le sergent Brad Myers, ancien de la criminelle, je travaillais à Northbridge il y a 10 ans. » Il commanda un café, puis baissa la voix. « J'ai croisé Owen Campbell sur une affaire de disparition, bien avant Eva. Un gamin du quartier d'à côté, jamais retrouvé. Campbell n'était pas officiellement suspect. Mais il tournait autour, trop près, trop souvent. On l'avait interrogé, il avait des réponses prêtes pour tout. Et à l'époque déjà, il avait des amis bien placés. L'affaire a été enterrée. » Rachel sentit un frisson lui glacer la nuque. Elle n'était plus seulement face à un cas de maltraitance, c'était peut-être bien plus grave. Et plus large. « Il y avait d'autres enfants ?» demanda-t-elle. Myers hocha lentement la tête. Des signalements jamais confirmés, des enfants issus de familles précaires, sans voix pour les défendre, et Campbell investissait dans les zones pauvres, là où personne ne pose de questions. À peine rentrée chez elle, Rachel appela Marcus Doyle. Cette fois, elle lui donna tout. Les archives, les témoignages, même la plaque effacée sur le collier de Ranger. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. « Je pense qu'on n'a vu que la surface », finit par dire Doyle. « Je vais fouiller. Vous, restez avec l'enfant. Elle aura besoin de vous et gardez le chien près d'elle. » Quelques heures plus tard, l'hôpital lui envoya un message urgent. Eva avait parlé. Enfin. Ou plutôt, elle avait dessiné quelque chose d'éloquent. Le docteur Hayes l'attendait dans la chambre. Quand Rachel arriva, Eva tenait dans ses mains un dessin d'une clarté déchirante. Un homme, grand, en costume, traînant une petite fille vers un grand arbre, des chaînes, un cadenas et un détail que seule une mémoire affûtée pouvait avoir capté. Une montre reconnaissable entre mille. Celle qu'Owen portait à chacun de ses passages à l'hôpital. Eva n'avait pas juste dessiné un souvenir, elle avait identifié son agresseur. Et ce qu'elle écrivit ensuite sur sa feuille glaça le sang de Rachel. Papa a dit que personne ne me retrouverait. Mais Ranger l'a fait. Rachel prit doucement la main de la fillette. « Puis-je montrer ce dessin à ceux qui peuvent y t'aider ?» Eva hocha la tête. Un oui discret, mais déterminé. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, Rachel remarqua un SUV noir garé à l'angle de sa rue. Moteur allumé, phares éteints, à l'intérieur, une silhouette, Owen. Il sortit lentement, les mains dans les poches, le visage impassible. J'ai appris que ma fille y avait dessiné quelque chose. Rachel resta figée. « Ce que vous faites est dangereux, continua-t-il. Vous pensez avoir de bonnes intentions, mais vous mettez en danger la vie de votre petit protégé. Et la vôtre. » Elle tenta d'ouvrir sa voiture. Il posa sa main sur la portière fermement. « Faites marche arrière, Rachel. Dernier avertissement. » Rangé dans le véhicule, se leva brusquement et aboya avec une férocité sauvage. Owen recula d'un pas, mais son sourire ne disparut pas. Beau chien, mais les chiens errants finissent toujours par disparaître. Il remonte dans son SUV, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Rachel monta dans sa voiture, le souffle court. Ranger se pencha contre elle, sa tête contre son bras. La menace était claire, et cette fois, Owen n'allait pas reculer. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Rachel non plus. Le lendemain, Rachel prit 2 décisions. La première, Ranger ne quitterait plus Eva. Où qu'elle aille, il serait là. La seconde, elle irait jusqu'au bout, quitte à risquer sa carrière, voire plus. Elle retourna au commissariat avec les dessins d'Ava.
les relevés d'incidents passés et les pièces réunies dans les archives. Le détective Doyle l'attendait. Cette fois, il n'y avait plus de sarcasme dans son regard, seulement la gravité. « On a besoin d'un mandat, dit-il, pour fouiller la propriété secondaire des Campbell, une maison à l'extérieur de la ville, pas enregistrée sous leur nom, mais rattachée à une société écran que Campbell dirige discrètement. » Rachel sentit son estomac se contracter. « Tu crois qu'il l'a déjà utilisé ?» Doyle hocha la tête. D'après les données de son GPS embarqué, son SUV y est allé 3 fois la semaine précédant la disparition d'Ava. Les heures suivantes furent une course contre la montre. Le juge délivra enfin le mandat. La fouille eut lieu dans l'après-midi. Et ce qu'ils trouvèrent fit voler en éclats les derniers doutes. Au sous-sol de la bâtisse, une pièce étroite et aveugle. Des barreaux aux fenêtres, des matelas au sol, une caméra fixée au mur, une chaîne identique à celle qui avait retenu Eva. Dans un vieux coffre, on retrouva des objets personnels, vêtements d'enfants, jouets cassés, petits sacs à dos. Et enterré derrière la maison, une boîte métallique contenant plusieurs papiers d'identité, tous reliés à des enfants disparus dans les comtés voisins. 3 au total. Aucun n'avait jamais été retrouvé. Rachel resta dehors, le souffle court, fixant la ligne d'arbres au loin. Elle sentait Ranger frémir près d'elle, les oreilles dressées, la truffe pointée vers la forêt. Il savait, depuis toujours, il avait cherché à prévenir, à montrer, et personne n'avait écouté. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les médias reprenaient l'affaire, mais cette fois avec une autre perspective. Plus sombre, plus glaçante. Owen Campbell n'était plus un père inquiet. Il devenait la figure centrale d'un réseau encore flou. Pire, un prédateur organisé. Et qu'Eva, la rescapée, la miraculée. Le soir même, le juge Wilson, magistrate vétérane de la cour familiale du Vermont, convoqua une audience d'urgence à huis clos. Eva, Rachel, le docteur Hayes et le détective Doyle furent convoqués. L'ambiance dans le bureau boisé du juge était tendue, mais empreinte d'humanité. Pas de toge, pas de protocole, juste des adultes responsables face à une tragédie. Rachel s'était habillée sobrement. Eva, elle, portait une robe bleu pâle. Son visage restait fermé, mais ses gestes y étaient plus assurés. Et surtout, Ranger marchait à ses côtés dans un gilet signalant son nouveau statut. Animal de soutien psychologique certifié. Le vétérinaire local avait accéléré la procédure, convaincu par le lien indéfectible entre l'enfant et le chien. Le juge prit la parole avec douceur. « Eva, j'ai lu tes dessins, j'ai vu ton courage. Et maintenant, je voudrais que tu me dises ce que tu veux pour la suite. » Rachel s'attendait à ce qu'elle t'écrive. Mais Eva surprit tout le monde. Sa voix faible mais claire franchit ses lèvres. « Je veux rester avec Rachel et Ranger. » Le silence qui suivit fut total. Puis le juge Wilson acquiesça, les yeux légèrement embués. « Merci Eva, tu as été très brave. » La suite de l'audience scella temporairement le sort de la fillette. Rachel Morgan devenait sa tutrice légale jusqu'à nouvel ordre. Un placement provisoire en attente d'une évaluation complète. Mais dans les faits, cela signifiait qu'Eva ne retournerait jamais chez les Campbell. Le retour à l'appartement fut plus calme. Rachel avait reçu de la part de ses collègues une pluie de messages de soutien, mais aussi quelques avertissements officieux. Le directeur du département, Howard Grayson, lui avait fait savoir que son comportement serait examiné en interne. « Tu as agi sans autorisation, Rachel. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. » Elle s'en moquait. Ce n'était pas une affaire ordinaire, et elle n'avait aucun regret. Mais à peine arrivée chez elle, elle sentit que quelque chose n'allait pas. La porte n'était pas tout à fait fermée. L'intérieur de l'appartement avait été fouillé, des tiroirs ouverts, des coussins éventrés, et sur le mur du salon, une inscription peinte à la bombe rouge « Mêle-toi de tes affaires. La police arrive en urgence. » Doyle examina les dégâts, le visage sombre. « Quelqu'un essaie de te faire peur. » Rachel le regarda. « Je pense qu'il est déjà effrayé. Il perd le contrôle. » Et elle avait raison. Le lendemain, Owen Campbell ne se présenta pas à son contrôle judiciaire. Son SUV fut retrouvé vide, près d'un poste frontière vers le Canada. Une fausse pièce d'identité dans la boîte à gants. Plus de téléphone, plus de traces. Ce soir-là, Rachel observa Eva s'endormir avec Ranger à ses côtés. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, silencieuse. Elle n'était plus seulement une travailleuse sociale. Elle était devenue une gardienne, une alliée, une mère de substitution. Et elle savait que l'histoire n'était pas terminée. Elle savait que l'ombre d'Owen continuait de planer.
Mais elle savait aussi une chose, cette fois, Eva ne serait plus jamais seule. L'automne s'installait définitivement sur Northbridge. Le vent devenait plus tranchant, les nuits plus longues et la peur plus sourde. Dans l'appartement de Rachel, les jours s'égrenaient avec un mélange de réconfort fragile et d'alerte permanente. Le département avait autorisé l'hébergement d'Ava à titre exceptionnel, en attendant la prochaine audience. Mais Grayson continuait de faire pression. Ce chien, Rachel, on ne peut pas garantir sa sécurité, ni celle de la petite. Elle avait répondu calmement, Ranger est la seule constante stable de sa vie. Lui retirer serait un nouveau traumatisme. Rachel savait que le combat ne faisait que commencer. Les procédures internes s'accumulaient, des courriels glacés, des convocations déguisées. On parlait de conflits d'intérêts, de dépassement de rôle. Pourtant, Eva allait mieux. Elle mangeait, elle dormait sans sursauter. Elle riait parfois. Et surtout, elle dessinait. Encore, toujours, des dessins où apparaissait Ranger elle-même, des lacs paisibles, une petite maison. Le silence traumatique se fissurait. Son univers reprenait forme. Mais un jour, elle apporta un dessin différent, plus sombre. Une maison, oui, mais vue de l'extérieur, dans la pénombre. Et à l'orée du bois, une silhouette, un homme. Il regardait la maison, de loin. Rachel sentit une angoisse ancienne remonter dans sa gorge. « Tu l'as rêvé ?» demanda-t-elle. Eva haussa les épaules. Elle écrivit « Je crois qu'il me cherche ». Le docteur Hayes, en consultation ce soir-là, fut prudente mais inquiète. Ce n'est peut-être qu'un reflet de ses angoisses. Un écho intérieur, mais si cela se répète, prenez-le au sérieux. Les enfants victimes sont souvent hypersensibles aux dangers. Rachel passa la soirée à vérifier tous les verrous, tous les rideaux, toutes les issues. Ranger la suivait à la trace, les oreilles constamment dressées. Le chien semblait lui aussi plus tendu que d'habitude. Il tournait près des fenêtres, reniflait les coins de pièces, émettait de légers grognements en direction de la porte d'entrée. Et puis, il y eut cette enveloppe, glissée sous la porte pendant qu'elle prenait le petit déjeuner. Pas de timbre, pas d'adresse, juste un message griffonné à l'encre noire. Les enfants doivent rester avec leurs parents avant qu'il ne soit trop tard. Rachel appela Doyle immédiatement. Il arriva 1 heure plus tard. Il inspecta l'appartement, la rue, les voisins. Aucune caméra de sécurité n'avait capté la scène. Il sait où vous êtes et il joue. Il cherche à reprendre le dessus. Rachel lui montra les dessins récents d'Ava. Doyle les examina attentivement. Il pointa l'un d'eux. « Cette maison, ce n'est pas la vôtre, c'est la cabane, celle au bord du lac. » Rachel sursauta. Ils avaient parlé d'y emmener Ava si la situation devenait critique. Une propriété de la sœur de Doyle, isolée, sans réseau. Un endroit sûr, ou du moins censé l'être. Il ne peut pas savoir pour cet endroit, souffla Rachel. Doyle la fixa. Quelqu'un dans le système parle, et tant que Campbell reste introuvable, on ne peut faire confiance à personne. Le soir même, Rachel prépara 2 sacs. Quelques vêtements, les dessins d'Ava, les médicaments prescrits, les papiers importants. Elle récupéra le harnais de Ranger et appela Doyle. « C'est le moment, il faut qu'on parte ». À 2 heures du matin, ils quittèrent discrètement la ville, embarqués dans un véhicule banalisé. Doyle conduisait. Eva dormait à l'arrière, la tête contre Ranger. Rachel, elle, fixait la route, le cœur serré. Elle savait que ce départ signifiait beaucoup plus qu'un simple changement de décor. C'était une fuite, une retraite stratégique. Le signal qu'Owen Campbell n'était plus simplement un agresseur en fuite. Il était un chasseur. La route jusqu'à la cabane fut longue et sinueuse. Ils prirent des chemins secondaires, firent des détours. Doyle vérifiait les rétroviseurs toutes les 5 minutes. Le jour se levait quand ils arrivèrent enfin. La cabane se dressait dans un écrin de sapin, les rives du lac Champlain visibles entre les branches. Un poêle, une réserve de nourriture, un vieux téléphone fixe. Pas d'internet, peu de réseau, un abri, hors radar. Personne ne vous trouvera ici, assura Doyle. J'ai 2 agents en poste, cachés en forêt. Tout mouvement sera détecté. Rachel aida Eva à s'installer dans la petite chambre en mezzanine. Ranger explora les lieux, puis revint se poster à l'entrée, instinctivement, comme s'il comprenait déjà son rôle. Les premiers jours furent étranges, un mélange d'angoisse sourde et de soulagement temporaire. Eva semblait paisible. Le silence du lac, le craquement du bois, les rituels du quotidien l'apaisaient. Ranger, toujours à ses côtés, semblait reprendre des forces lui aussi. Il dormait plus profondément, mais toujours avec une oreille à l'écoute. Rachel, elle, ne parvenait pas à relâcher la pression.
Chaque bruissement de branches, chaque pas dans la neige, chaque craquement lui rappelait qu'ils étaient traqués, même au bout du monde. Et pourtant, quelque chose d'essentiel se construisait ici, une famille. Fragile, inédite, mais réelle, le lien entre Ava et Rachel dépassait les procédures, les règles, les hiérarchies. C'était une certitude viscérale. Elles se comprenaient, elles s'étaient trouvées. Et Ranger était le fil conducteur, le témoin silencieux de cette reconstruction. Mais Rachel savait une chose, ce calme n'était qu'un répit. Et le prochain mouvement d'Owen Campbell serait décisif. Les jours à la cabane s'étaient installés dans une routine discrète, presque apaisante. Chaque matin, Rachel préparait un petit déjeuner simple, des œufs, des tartines, un fruit. Eva dessinait près de la cheminée, les pieds nus sur le tapis, Ranger couché à ses côtés. L'après-midi, elle faisait de petites balades le long du lac, toujours à vue du chalet, toujours avec Ranger en éclaireur. Et le soir, elle lisait ou cuisinait comme une vraie famille. C'était un équilibre fragile mais réel. Dr Andrea Hayes venait tous les 2 ou 3 jours, amenant du matériel scolaire, de nouvelles fournitures et quelques livres pour Eva. Le changement chez la fillette était flagrant. Elle ne parlait pas encore régulièrement, mais elle chantonnait parfois ou murmurait des réponses simples. Elle ne sursautait plus au moindre bruit. Elle s'endormait plus facilement et surtout, elle souriait. Mais ce calme, Rachel le savait, n'était qu'une parenthèse, une bulle. Car au-delà de cette forêt, le monde continuait à tourner. Et le monde, à cet instant précis, cherchait Owen Campbell. La nouvelle tomba un matin de pluie. Doyle arrive à la cabane, trempé jusqu'aux os. Il avait conduit toute la nuit, le visage creusé par la fatigue. On a trouvé des fichiers dans le bureau personnel de Campbell, dit-il en entrant sans même poser son manteau. Des fichiers cryptés, mais nos experts les ont ouverts. Et ce qu'ils ont découvert dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Il posa un dossier sur la table. À l'intérieur, des captures d'écran, des relevés bancaires, des noms, beaucoup de noms, des enfants, des dates, des sommes transférées sur des comptes offshore, toujours dans les semaines suivant la disparition d'un enfant signalé. 3 cas confirmés pour le moment, tous dans des comtés ruraux, tous sans résolution. Rachel sentit un haut le cœur. C'était un trafic organisé ? Il était en lien avec un réseau, confirma Doyle. Et Ava n'était peut-être pas destinée à survivre. Quelque chose a déraillé dans leur logistique, où il a agi seul. Mais les preuves sont là. Et ce réseau, on commence seulement à le démanteler. Le soulagement fut de courte durée, car une autre nouvelle suivit immédiatement. Amanda Campbell, la mère d'Eva, avait disparu. Sa planque sécurisée avait été forcée. L'agent en charge de sa protection retrouvé inconscient, drogué. Amanda partit, sans trace de lutte, et les images de surveillance la montraient sortant volontairement aux côtés d'un homme encapuchonné. « Est-ce que... c'était lui ?» demanda Rachel, la gorge serrée. « On n'a pas encore de confirmation faciale, » répondit Doyle, « mais c'est très probable. La menace était de retour, et cette fois, elle avait peut-être un complice. » Rachel jeta un œil à Ava, assise avec ses crayons, ignorant encore les dernières nouvelles. Elle sentit ses mains trembler. « Il va venir. » Doyle acquiesça lentement. « C'est possible. » Ils renforcèrent la sécurité autour de la cabane. 2 agents en civil furent postés plus loin dans la forêt. Des détecteurs de mouvement installés, des codes de sécurité modifiés. Rachel savait manier les protocoles. Elle avait été infirmière dans des urgences à Boston. Elle avait vu l'horreur de près, mais jamais elle n'avait eu aussi peur. Pas pour elle, pour Eva. Et pourtant, au milieu de cette tension, Eva continuait à progresser. Lors d'une séance de dessin, elle montra à Rachel un nouveau croquis. Un lac, une silhouette féminine, une main tendue vers un enfant, et une phrase, soigneusement tracée en lettres majuscules, « Je veux rester avec toi ». Rachel sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu sais, ce n'est pas à moi de décider, ce sera la juge Wilson ». Ava réfléchit, puis écrivit « Je lui dirai ». La date de l'audience approchait. Le juge Eleanor Wilson avait demandé à ce que l'enfant soit présente. Sous haute protection, bien sûr. Mais Rachel savait qu'Eva devait affronter ce moment, pour être entendue, pour être reconnue, et surtout pour ne plus jamais retourner là d'où elle venait. L'avant-veille de l'audience, un nouveau dessin fit son apparition. Un homme, debout, dans l'ombre des arbres, devant une maison en bois, les yeux rouges, les mains pleines de chaînes. Rachel le montra au docteur Hayes. Elle sait, elle sent qu'il est proche. La psychologue hocha lentement la tête. L'instinct de survie chez un enfant est parfois plus affûté que chez n'importe quel adulte. Rachel se posta cette nuit-là devant la cabane, un vieux fusil de chasse hérité de son grand-père posé contre le mur. Rangé couché à ses pieds, éveillé, prêt, la forêt semblait retenir son souffle. Pas un cri d'animal, pas un bruissement de feuilles, et au fond d'elle, Rachel savait.
Owen Campbell n'était pas loin. La veille de l'audience, Rachel ne dormit presque pas. Elle alternait entre des visions de la salle d'audience et des cauchemars d'ombre dans la forêt. Ranger, toujours à l'affût, semblait ressentir la même nervosité. Il dormait par brèves périodes, se levant sans cesse pour inspecter les fenêtres, les portes, les abords de la cabane. Ava, de son côté, dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines. C'était comme si, elle, savait que l'heure était venue, l'heure où sa voix compterait vraiment. Au petit matin, la lumière sur le lac Champlain avait cette teinte dorée des jours solennels. Rachel avait préparé un sac avec les vêtements d'Eva, ses dessins, les documents légaux, une copie de la lettre que la fillette avait discrètement glissée dans le collier de Ranger quelques jours plus tôt. Cette note, retrouvée par hasard, n'était pas seulement une confession. C'était une déclaration de vérité, une preuve directe, rédigée par une enfant de 8 ans, mais d'une clarté déchirante. Il m'a dit que si je parlais, il me retrouverait. Mais Ranger m'a protégé. Le voyage jusqu'à Burlington se fit sous escorte discrète. Un véhicule civil banalisé, 2 motards en couverture distante. Doyle les attendait à l'entrée du palais de justice, son regard constamment en mouvement repérant chaque silhouette, chaque voiture garée un peu trop longtemps. La sécurité avait été renforcée depuis que l'affaire avait attiré l'attention du FBI. Owen Campbell était désormais recherché à l'échelle fédérale, soupçonné de participation à un réseau de traite de mineurs, de détention illégale, d'enlèvement et de tentative de meurtre sur mineurs. Mais il n'avait toujours pas été capturé. Le palais de justice était presque désert à cette heure matinale. Juge Eleanor Wilson avait fait en sorte que l'audience soit privée, sans caméra, sans presse, avec un personnel réduit au strict minimum. Monsieur, la salle était sobre, presque intime. Les boiseries anciennes, les fenêtres hautes laissant entrer une lumière douce. Eva s'assit entre Rachel et le docteur Hayes, ses jambes ne touchant même pas le sol. Ranger, vêtu de son harnais de soutien psychologique, s'assit à ses pieds, parfaitement calme. Le juge Wilson entra, sans robe, vêtu simplement d'un tailleur gris. Elle s'installa, posa ses lunettes et observa la fillette pendant un long moment. « Bonjour Ava, merci d'être venue aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je te promets que tu es en sécurité ici. » Eva hocha lentement la tête. « Tu sais pourquoi tu es là ?» Eva regarda Rachel puis le juge et dit simplement « Pour dire que je veux rester avec Rachel et Ranger. » Ce furent ses mots, clairs, posés, sans tremblement. Rachel sentit ses doigts se crisper sur le bord du banc. Dr. Hayes se contenta d'un sourire discret. Elle savait ce que cela représentait, cet enfant brisé, désormais capable de formuler son choix. Le juge Wilson acquiesça doucement. « Eva, est-ce que tu veux me raconter ce qui s'est passé dans le parc ? Seulement ce que tu veux partager. » La fillette inspira profondément. Puis, elle posa ses mains sur ses genoux, droite comme une flèche. « Il m'a dit que maman était blessée. Il m'a emmené. Mais ce n'était pas vrai. Il était en colère. Il m'a attaché à un arbre. Il m'a dit que personne ne viendrait. » Sa voix tremblait un peu, mais elle continuait. « Ranger est venu. Il est resté avec moi, même quand il faisait froid, même quand j'avais peur. Il est resté. » La juge la remercia, puis demanda si elle voulait montrer un dessin. Ava sortit de son sac un croquis soigneusement plié. On y voyait une cabane, un lac, une silhouette de femme et un chien. En haut, écrit à la main, « C'est là que je veux vivre, là où je suis enfin bien. » Ce fut suffisant. Mais ce qui suivit surprit tout le monde. Le procureur fédéral entra à ce moment-là dans la salle avec un message urgent. Il s'approcha de la juge, chuchota quelques mots, puis s'adressa à l'ensemble des personnes présentes. « Nous venons de recevoir une alerte. Un véhicule suspect a été repéré dans les environs immédiats du tribunal, immatriculé au nom d'un prête-nom connu de Campbell. » La tension retomba comme un couperet. Rachel attrapa instinctivement Eva par l'épaule. Ranger, lui, se leva, la truffe orientée vers la porte. Tous les regards se fixèrent sur lui. Il grogna profondément. Le juge Wilson se leva. « Je suspends l'audience. » L'enfant est évacué immédiatement. Dans la panique organisée, Eva fut rapidement conduite dans une salle sécurisée avec Rachel, Hayes et 2 agents. Doyle sortit son arme. Le bâtiment fut verrouillé et pourtant, aucun assaut ne vint. Quelques heures plus tard, ils retrouvèrent le véhicule à 3 rues de là. Vide, moteur encore tiède, à l'intérieur une carte du palais de justice, des photos de Rachel, d'Ava, de la cabane et un carnet. À l'intérieur, une unique phrase « Je reprendrai ce qui m'appartient ». Rachel s'effondra sur une chaise. Doyle se tenait devant elle, livide. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Et quelque part dans les rues de Burlington, Owen Campbell se cachait encore.
Après l'évacuation précipitée du tribunal, Rachel, Eva et Ranger furent relogés temporairement dans une maison sécurisée appartenant à un agent du FBI en congé prolongé. Un endroit discret, dissimulé derrière des haies épaisses dans un quartier résidentiel silencieux à des kilomètres du centre-ville. L'atmosphère y était pesante, chaque fenêtre fermée, chaque rideau tiré, chaque bruit devenait suspect. Rachel dormait peu. À peine quelques heures, les muscles tendus, l'esprit en alerte, elle vérifiait constamment les verrous, la ligne téléphonique, le jardin. Eva ne disait rien, mais ses gestes trahissaient son anxiété. Elle ne lâchait plus son carnet de dessin, ni Ranger qui ne quittait pas la porte d'entrée, prêt à bondir. Il mangeait peu, dormait par tranches de 10 minutes, les oreilles constamment dressées. Et puis, un matin, tout bascula. Il était 4h27. Un bruit sec, métallique, résonna dans la maison. Rachel se redressa en sursaut, attrapa la lampe de chevet et sa main glissa automatiquement vers le tiroir verrouillé contenant l'arme que Doyle lui avait confiée. Ranger s'était déjà levé. Grognement sourd, corps tendu, un deuxième bruit, cette fois plus près, une tentative de forcer une serrure. Rachel bondit. Elle attrapa Eva, encore endormie, la serra contre elle. « On va dans la salle du fond maintenant ». Elle la porta presque jusqu'à la pièce renforcée, referma la porte à double tour, puis cala Eva sous un vieux meuble en lui donnant Ranger. « Tu restes avec lui, il va te protéger, tu ne bouges pas. » Elle lui caressa les cheveux. Ava tremblait, mais hocha la tête. Le regard de Ranger croisa celui de Rachel. Il comprenait, il savait, et il ne bougerait pas. Rachel retourna dans le couloir, l'arme en main. Un troisième bruit, cette fois un carreau brisé. Quelqu'un était dans la maison, elle n'appela pas Doyle, elle ne cria pas. Elle se contenta d'attendre, respirant lentement, l'arme levée, et puis une silhouette apparut dans l'ombre du couloir. Grande, large, démarche familière, et une voix. « Tu crois vraiment pouvoir m'enlever ma fille ?» Owen Campbell. Le même costume, le même calme glaçant. Rachel pointa l'arme. Un pas de plus et je tire. Il s'arrêta. « Tu ne feras rien, tu n'es qu'une fonctionnaire au sens moral bancal. Tu t'es attachée à une gamine brisée. Tu as tout mélangé. Tu l'as enchaînée à un arbre. Elle m'appartenait. » Rachel sentit la colère, l'indignation, le dégoût remonter comme une vague. « Elle ne t'appartiendra jamais. » Mais au moment où il fit un pas de plus, un bruit fusa derrière lui. Un éclair de fourrure, un grognement, Ranger. Le chien surgit de l'ombre, lancé à pleine vitesse. Il se jeta sur Owen avec une force animale. Les deux s'écroulèrent au sol. Rachel profita de l'ouverture, se précipita, asséna un coup avec la crosse de l'arme. Owen hurla, tenta de se débattre. Ranger le tenait par le bras, le forçant à terre, grognant, menaçant. Et dans cette lutte, une sirène résonna au loin. « Doyle, les renforts !» Rachel pointa l'arme sur Owen. « C'est fini !» Il sourit, le visage ensanglanté. « Non, ce n'est jamais fini. » Mais il avait tort. Quelques minutes plus tard, Doyle et deux agents en tenue entrèrent dans la maison, désarmèrent Owen, le menottèrent. Ranger, haletant, s'assit près de Rachel, la langue pendante, comme pour dire « mission accomplie ». Le jour se leva sur une maison dévastée, mais vivante. Ava sortit de sa cachette, courut vers Rachel, et dans un élan qui semblait irréel quelques semaines plus tôt, elle parla, d'elle-même, sans peur. « Tu m'as protégée, lui et toi, je veux rester. » Rachel la serra fort. « Tu resteras, je te le promets. » 2 semaines après cette nuit où tout avait basculé, Rachel, Eva et Ranger retournèrent au tribunal. Cette fois, il n'y avait pas de tension dans l'air, pas de crainte d'une silhouette surgissant de l'ombre. Owen Campbell était en détention fédérale, sans possibilité de libération sous caution. Les chefs d'inculpation s'étaient accumulés comme un effondrement de digue. Enlèvement, maltraitance aggravée sur mineurs, organisation criminelle, falsification de documents, tentative d'homicide, intimidation de témoins. Et derrière lui, un réseau d'hommes bien habillés, d'administrateurs complices, de silences bien placés, qui, à leur tour, commençaient à tomber. Mais pour Rachel, ce qui comptait le plus, ce jour-là, c'était Ava. La fillette marchait entre elle et le docteur Ace, un léger sourire aux lèvres, tenant fermement la laisse de Ranger. Le chien portait désormais un nouveau harnais frappé du mot « protecteur » brodé sur le côté. Il boitait encore légèrement. Une ancienne blessure, un reste de tout ce qu'il avait enduré. Mais sa posture était fière, sa vigilance intacte. Dans la salle du juge Wilson, il n'y avait ni robe ni protocole excessif, juste une table, quelques chaises et un silence respectueux. « Eva, dit la juge, je t'ai vu changer, grandir, affronter ta peur. Et aujourd'hui,
Je vais t'écouter une dernière fois. Où veux-tu vivre » Ava ne regarda pas Rachel. Elle fixa la juge, droite, déterminée, et répondit simplement, avec Rachel et Ranger, « Ils sont ma maison ». Il n'y eut pas d'objection, pas d'appel, pas de doute. La juge Wilson signa l'ordre de placement définitif. Eva devenait officiellement la fille adoptive de Rachel Morgan. Un nouveau « non monsieur », une nouvelle vie, une nouvelle chance. À la sortie du tribunal, Rachel fut assaillie par des journalistes, des caméras, des microphones. Mais elle se contenta de répondre avec simplicité. « Ce n'est pas moi qui ai sauvé Eva, c'est Ranger. Il a vu ce que personne ne voulait voir. Il a veillé quand tout le monde s'est détourné. Moi, je n'ai fait que l'écouter. » Les mois qui suivirent furent à la fois doux et complexes. La réadaptation, les cauchemars, les rendez-vous thérapeutiques, mais surtout les rires, les couleurs, les soirées où Eva collait des étoiles phosphorescentes au plafond de sa chambre. Les matins où Ranger l'accompagnait jusqu'à l'école avec son air sérieux et protecteur. Les moments où, dans le silence, trois êtres marqués par la vie avaient réappris à respirer. Et un jour, alors qu'elle jouait dans le jardin, Ava s'arrêta, regarda Rachel et demanda « Tu crois que Ranger a compris qu'il était un héros ?» Rachel sourit. « Je crois que c'est lui qui nous l'a appris. Être un héros, ce n'est pas de sauver le monde, c'est de rester. Même dans l'ombre, même quand c'est dur, c'est de veiller. » Et Ranger, à cet instant, leva la tête, les oreilles adressées, comme s'il approuvait. Quand on parle d'enfance brisée, on imagine souvent des lieux lointains, des drames qui arrivent ailleurs, à d'autres. Mais Ava était là, dans un quartier tranquille, dans une ville paisible, et personne ne l'a entendu, jusqu'à ce qu'un chien blessé, abandonné, reconnaisse sa douleur, parce qu'il l'avait déjà vécu. Il n'était ni dressé, ni attendu, mais il a su voir ce que des dizaines d'humains n'ont pas su reconnaître. L'alerte. L'urgence, l'innocence en détresse, et il a veillé. Cette histoire n'est pas un miracle. Elle est un rappel, un avertissement, une vérité que nous refusons trop souvent d'admettre. Les enfants parlent, par leur silence, par leur dessin, par leur regard, et c'est à nous d'écouter, d'oser voir, d'agir. Peut-être que près de chez vous, une Ava attend. Peut-être qu'un enfant envoie des signaux que personne ne capte, et peut-être que ce que vous prendrez pour un chien errant est en réalité un ange silencieux. Alors, soyez vigilants, soyez présents, et souvenez-vous, la vraie famille, parfois, ce n'est pas celle du sang, c'est celle du choix, celle du cœur, celle qui reste, même dans la nuit. Et si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez vos pensées dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous nous regardez.